je voulais commencer cette présentation par un rappel de mes travaux. Donc, moi, je travaille beaucoup sur une question, précisément, c'est finalement à quelle forme, quel type d'habitat, donc un rectangle, un triangle, un rond, une forme hexagonale, les poissons vont de manière instinctive pour répondre à des besoins, où est-ce qu'ils vont s'installer. Donc, par exemple, dans cette rag à langouste, on voit que la forme de cet habitat, la profondeur, l'orientation, va déterminer l'intérêt pour les langoustes. Voilà. Alors, je vais commencer effectivement par la définition des récifs artificiels, en introduction, très rapidement, pour souligner que ce sont des ouvrages qui sont délibérément placés sur le fond marin. Et leur objectif, c'est bien de fonctionner comme une partie de l'écosystème naturel, sans causer des dommages. Alors, ce que ce n'est pas, c'est tout ce qui a été construit à d'autres fins que d'être un support pour la biodiversité. Une question également m'intéresse, que je travaille depuis ma thèse en 2008 sur les récifs, c'est cette idée de s'intégrer au paysage sous-marin d'un point de vue esthétique et écologique. Voilà, c'est ce qu'on appelle la bio-inspiration ou le biomimétisme. Donc sur la droite des récifs, on va dire avant les années 2010, et en bas à gauche, un récif en béton biomimétique. D'un point de vue historique, les premières traces écrites des récifs remontent à 3000 ans, donc en Méditerranée occidentale. Les pêcheurs de thon avaient observé que lorsqu'ils lestaient les petits blocs de pierre qui servaient à lester les grands filets qui dirigeaient les thons sur la pointe dans le détroit de Messine entre la Sicile et l'Italie, ces blocs de roche, lorsqu'ils étaient accumulés sur certains endroits des petits fonds marins, permettaient d'attirer des espèces qui n'étaient pas là avant leur implantation. Ensuite, le premier aménagement concerté, c'est-à-dire une stratégie étatique, c'est au Japon qu'on le trouve, dès 1652, dans les chroniques de l'empereur Jō, qui, du nord au sud du Japon, avait décrété l'aménagement avec des structures comme vous pouvez voir à l'écran, c'est-à-dire on remplissait des vieilles barques de pêche avec des blocs de roche et on les immergeait sur des secteurs propices pour attirer les poissons. Alors le fonctionnement écologique d'un récif, très rapidement, donc ce sont des blocs un substrat dur, où on verra qu'il y a d'autres structures maintenant souples qui vont créer de l'habitat. Et il peut y avoir également des blocs qui vont servir de protection. Et puis, dans les années récentes, des structures qui servent également à la plongée de loisirs. Voilà. Puis il y a tout cet espace interrécifal qui peut servir aux coquilles Saint-Jacques, aux poissons plats. Donc dans la baie de Saint-Brieuc, que je connais bien, très sensible aux coquilles Saint-Jacques. Et je suis ravi de vous dire qu'entre les récifs, les coquilles se développent. En termes de matériaux et de formes, le numéro 1 mondial, c'est le béton, suivi de la roche, de l'acier et tout un tas d'autres structures. Plutôt éviter les matières plastiques ou tout ce qui peut se dégrader en créant dans le milieu naturel une pollution. Dans les publics, en tout cas, c'est ce qu'on trouve dans les publications. Et puis en termes de forme, avant les années 2010, voilà à quoi ressemblaient les récifs artificiels dans le monde. Ça pouvait être donc de la roche, des cubes en béton, même des pneus. On verra les problèmes que cela posait, de l'acier. Alors les objectifs, à 75%, donc c'est l'augmentation de la faune pour la pêche commerciale et artisanale. Ensuite, la pêche de loisirs, et etc., jusqu'à des aspects scientifiques purs ou de tourisme. Ça, c'était jusque dans l'année 2010. Alors, les objectifs socio-écologiques, c'est-à-dire quel intérêt pour les populations locales. Alors, premièrement, je voudrais rappeler que ce n'est pas la solution miracle à la restauration des ressources marines. Ça s'insère dans un ensemble
de techniques et d'outils de gestion, d'éducation, de prise en compte des problématiques marines. Mais par contre, ce qu'on peut clairement affirmer, c'est qu'il y a toujours besoin d'un objectif clair ou de plusieurs objectifs avant l'immersion d'un récif. Il faut également, mais je pense que Jessica Salin vous présentera, identifier clairement un gestionnaire et puis un suivi-évaluation des résultats qui est très important pour évaluer la performance du projet. Alors voilà les 4 types d'objectifs. Premièrement, production au centre, protection pour éviter par exemple le chalutage illégal, c'était le cas en Méditerranée. Un usage récréatif, donc la plongée ou la pêche, et puis de plus en plus, voilà, depuis les années 2000-2010, des objectifs ciblés de restauration écologique, sans objectif forcément de production pour la pêche ou de protection. Alors voilà la carte mondiale des articles scientifiques au sujet des récifs artificiels. Vous voyez que leur développement est mondial. Voilà. Encore une fois, ce sont les articles scientifiques, ce qui veut dire que des projets locaux, mais qui n'ont pas fait l'objet de publication, peuvent trouver leur place. Par exemple, dans le golfe de Guinée, en Afrique, vous voyez qu'il n'y a pas de point bleu, alors qu'il y a eu plusieurs projets de récifs artificiels. Alors, le pays qui possède le plus de sites et qui a une utilisation quasi quotidienne des récifs artificiels, c'est le Japon, suivi des États-Unis, et puis un pool européen dans ces travaux réalisés par Denis Lacroix, d'ailleurs, en 2001. Alors, dans cet article de 2021, on peut voir qu'il y a un engouement mondial au sujet des récifs artificiels. Depuis 2017, c'est la courbe orange, on voit que les publications au sujet des récifs artificiels subissent une croissance très importante et sont parmi les différentes thématiques liées à la restauration des fonds marins, une des thématiques principales. Alors pourquoi cet engouement et cet intérêt croissant? Au niveau mondial, vous ne savez peut-être pas, mais on est dans la décennie dédiée à la restauration des milieux naturels, décrétée par les Nations Unies. Et au niveau européen, depuis le 17 juin 2024 et août 2024 pour la transposition en droit français, l'Europe et certains pays européens ont décidé de restaurer 20% des terres et des mers de l'Union européenne d'ici à 2030 et tous les écosystèmes dégradés d'ici à 2050. Et comme les récifs artificiels sont un outil reconnu vis-à-vis de la restauration des milieux marins, les publications, tendanciellement et mécaniquement, augmentent et vont continuer à augmenter. Alors je vous propose un panorama français des récifs artificiels et quelques résultats. Tout d'abord, la carte des sites que j'ai extraite de la thèse de Jessica Salin. Voilà, une cinquantaine de projets en France. Les récifs Goëlo sont le premier projet de récif artificiel en Bretagne, Manche. Il y a de nombreux projets en Méditerranée et en Aquitaine, mais depuis une quinzaine d'années, il y a un frein net à l'immersion de récifs dans des objectifs halieutiques dû à des contraintes administratives très lourdes. Je pense que Michel pourra, à travers l'historique des récifs Goëlo, vous dire les hauts et les bas de cette immersion. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Voilà l'évolution en France avec le premier site de récif qui est à Palavas-les-Flots, donc à 6 km à vol d'oiseau de là où votre serviteur vous parle. Et puis des années 70 jusqu'aux années 2010, des immersions avec des formes plutôt géométriques ou des amas chaotiques. Voilà. Et un tournant autour des années 2010 avec plusieurs projets, donc le projet Récif que Jean-Claude Dauvin a bien connu
sur la Manche et en collaboration avec nos amis anglais, le projet Récif Prado à Marseille et un programme GIREL que la société Seaboost et Martin Perrault d'ailleurs connaissent très bien et pourront présenter. Donc le design jusqu'en 2010, vous l'aurez compris, c'était plutôt du recyclage, des formes géométriques et des petits volumes. Visuellement, voilà à quoi ressemblait plonger sur un site de récif artificiel jusqu'aux années 2010 en France. Voilà, donc l'intégration paysagère et le biomimétiste laisse à désirer. Voilà, et depuis 2010, donc, on voit une énorme diversification des formes, des modèles. Donc voilà, par exemple, des récifs imprimés 3D qui ont été immergés à Agde en forme de lasagne. D'autres récifs imprimés 3D qui reproduisent des écosystèmes marins. Je pense qu'Elisabeth Riera, qui a fait sa thèse notamment sur cette structure immergée par son labo et son directeur de thèse, Patrice Franco, pourra vous donner plus d'informations. Et puis, une diversité à la fois d'entreprises, donc Seaboost, Boskalis, Architectis avec les récifs fractales, P2A Développement en haut à droite avec des structures qui mixent béton et laminaire, BRL Ingénierie avec des structures qui vont s'adapter à des ouvrages ou être posés directement en mer, Safège pour le repeuplement d'algues marines, d'algues brunes. Et puis Seaboost, encore, en bas à droite, une entreprise très dynamique donc, sur le sujet des récifs, avec des structures destinées aux juvéniles. Alors, quelques exemples d'applications dans le monde. Finalement, si je devais dessiner un projet de récif réussi, comment devrais-je m'y prendre? Je regarde l'heure. Eh bien, au Portugal, typiquement, la capacité par unité de pêche, ce qu'on pourrait appeler vulgairement la production d'espèces pour les pêcheurs, a été multipliée par 2,2. Donc on est passé globalement de 30 tonnes à plus de 70 tonnes et une stabilité depuis les années 90 des débarquements de pêche grâce à une forte gestion. En parallèle, une augmentation de la plongée sur des sites de récifs qui attirent des plongeurs curieux de ces structures. Une baisse des coûts d'exploitation puisqu'on a rapproché les récifs artificiels des ports de pêche et des expériences scientifiques qui se multiplient. Donc la dernière en date, le repeuplement dorade royal. Aux États-Unis, on a une autre approche des récifs. Donc j'ai pris l'exemple de la Floride, donc 2500 sites de récifs depuis les années 70. Et j'ai pris le secteur de Tampa. Donc on pourrait dire que c'est une sous-préfecture à l'échelle des États-Unis, avec l'immersion de récifs très importants. Donc ce sont souvent des navires qui sont découpés et structurés pour être immergés. Les résultats sont sans appel. Donc sur le secteur de Tampa, 180 sites de récifs artificiels loisirs, 1,3 million de visiteurs et 200 millions de dollars de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 150 millions d'euros. Ce qui a permis de créer 2600 emplois avec des récifs dans des très petits fonds, comme sur le Chili Viking Adventure, qui est donc une publicité pour plonger sur des récifs dans 2 mètres de fond, et un panier moyen de dépenses par jour de 150 à 240 euros pour profiter de ces sites de récifs artificiels. Au Japon, sans surprise, l'option a été de cultiver la mer pour nourrir la population, avec des structures très diversifiées. Plus de 20 000 sites aménagés, mais je pense qu'il faudra actualiser ces chiffres car ils ont 20 ans, et de la mission de Denis Lacroix. Plus de 12% de la zone côtière est aménagée avec des récifs artificiels. 300 modèles de récifs artificiels et 650 millions de dollars américains en 2007 de subventions, uniquement de subventions, sachant que les subventions représentent 50% d'investissement sur l'immersion d'un projet de récif au Japon, c'est-à-dire qu'on est sur 1,2 milliard, grosso modo, d'investissement annuel pour l'immersion de récifs à destination de la pêche. Avec évidemment une politique nationale depuis l'empereur Joe, donc depuis pratiquement 400 ans. Alors est-ce que ça marche? Alors oui, il y a des preuves scientifiques que les récifs artificiels
artificiels ont permis d'augmenter la biodiversité, d'améliorer des débarquements de pêche. Je vous ai listé quelques articles, dont un réalisé avec Jean-Claude Dauvin et piloté par Jessica, dont je pense qu'ils vous présenteront certains des résultats. Le retour d'expérience, si je devais en prendre un, c'est celui de la Côte Bleue, qui a fait l'objet d'un suivi sans discontinu depuis 1985. Où vous voyez en bas à droite, sur le graphe, une augmentation de pratiquement 5 kg par mètre carré de biomasse produite avant l'immersion de récifs artificiels en 1995 sur ce secteur. Et 6 ans après, une biomasse estimée de 150 kg par mètre carré. Alors Sylvain me parlera de l'expérience positive en Pays d'Agde, donc je ne vais pas développer ce volet-là. Voilà une superbe photo de Sylvain d'ailleurs, sur une double buse des années 90-2000. Mais il y a aussi des échecs, souvent liés à un mésusage. Donc, premièrement, les matériaux qui ont été mal recyclés. En haut à droite, la photo de récifs artificiels en pneus, qui ont dû être retirés aux États-Unis, comme en France, à Golfe-Juan, dans les années 2016-2017. La présence d'espèces invasives lorsqu'on utilise des matériaux de fabrication des récifs qui sont lisses, donc du béton trop lisse, de l'acier trop lisse ou du plastique. Quelques impacts hydrodynamiques, c'est-à-dire un enfouissement et la modification de courant, donc la disparition des récifs. Je pense que l'expérience du CREA, qui vous sera présentée par Cédric également, pourra vous éclairer sur ces éléments. Et puis une dégradation des paysages marins. Enfin, des pièges écologiques, c'est-à-dire lorsque ces récifs sont trop petits ou mal conçus, les poissons ont tendance à se regrouper et ils sont plus facilement capturables. Alors les nouveaux champs de recherche, c'est créer des liens entre les récifs naturels et artificiels. Donc sur ce schéma sur la droite, vous voyez qu'entre le projet de récif artificiel en bas et les structures naturelles ou artificielles comme les ports ou les éoliennes, les poissons vont circuler, ou d'autres espèces d'ailleurs, les flux de larves, d'algues, et ce sont ces éléments qu'on appelle la connectivité paysagère qui font l'objet aujourd'hui de nombreuses études pour améliorer les gains pour la biodiversité. C'est d'ailleurs le sujet de la thèse de Sylvain Blouet, et je pense qu'il vous présentera ses résultats. Autre sujet de réflexion, c'est de marier les connaissances sur les récifs artificiels et les ouvrages maritimes, par exemple l'éolien offshore. On pourrait tout à fait imaginer, au lieu d'avoir ces monopieux entourés de quelques blocs de roche pour éviter le scouring, d'éco-concevoir ces fondations pour en faire des récifs artificiels conçus pour être habités par des espèces cibles. Le homard, le bar, les tacos, le lieu, si je prends l'exemple de la baie de Saint-Brieuc. Effectivement, cette nouvelle conception des fondations créerait des co-bénéfices pour la pêche professionnelle, pêche récréative, le tourisme ou les loisirs. Alors, encore une autre ouverture, le biomimétisme. Et je voulais vous présenter, attendez, je vais essayer de passer comme ça, une vidéo qui a été réalisée par des collègues. Non, elle passe pas, dommage. Donc c'était des récifs artificiels réalisés en Corse qui reprenaient ces principes de biomimétisme pour la réalisation de récifs.